Galaxy Pop. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Le générique de début nous a été pourvu par Thierry. Merci Thierry, bonjour, comment vas-tu? Salut, ça va? J'en profite pour dire qu'on est sur Galaxy Pop. Galaxy Pop, merci beaucoup. Et bonsoir, comment tu t'appelles Guillaume, comment ça va? Ma démission sera sur ton bureau dans moins d'une heure. Ça commence bien. J'ai démissionné d'autres associations pour moins que ça, tu sais. Non, je te Oh plains. là là. Non. J'ai pas du tout compris ce que c'était cette histoire de générique de début. Mais probablement parce que je suis en train d'enregistrer l'épisode avant qu'il sorte et que du coup je découvrais peut-être ça en écoutant l'épisode. Exactement. Donc Thierry a transformé la chanson de l'épisode dont nous allons parler ce soir. Il l'a joué à la flûte, au flutio, non à la flûte, à la mini flûte. D'accord. Du coup, j'ai un petit peu cassé le rythme parce qu'on est censé faire comme si on savait. Et du coup, Non, non, mais bon. non, C'est pas grave. je l'aurais dit sur le Discord, sinon si ça avait été important, tout va bien. Surtout, on Ne est pas en t'inquiète direct. pas. Je ne sais pas si tu le sais, Guillaume, parce que du coup, moi, je vois ta cam. Devant toi, il y a une petite figurine d'un personnage de jeu vidéo, de manga. Eh bien, il se trouve qu'elle est tombée. Elle est Oui, renversée. C'est volontaire, ok. Non, c'est pas du tout volontaire, c'est juste que je l'ai pas encore ramassé. Il l'aime pas, D'accord. donc il a. Ok, Parce que ça quoi marche. T'as dit quoi? J'ai dit c'est parce que tu l'aimes pas, donc du coup tu l'aimes. Et c'est Ah parce bah que non, tu si je préfères, l'aimais pas, non, c'est ma c'est préférée, t'es n'importe malade. C'est la meilleure. Boum. C'est la Eh meilleure. bien, ce soir, nous nous retrouvons pour parler d'un épisode de Star Trek The Next Generation, saison 4, épisode 12 normalement, The Wounded, ou en français Meurtri, un épisode cardassien d'ailleurs, un épisode Miles O'Brien également, donc plein de sujets que nous allons pouvoir aborder les uns après les autres, mais avant tout, comme d'habitude, enfin comme d'habitude depuis quelques semaines, la petite question de l'épisode, cette fois nous a été pourvue par Guigui. Guigui le gentil du podcast, le cadran pop, entre autres, qui nous demande qui sont les plus nostalgiques. Les anti-séries récentes qui ne jurent que par The Orville et pour qui tout devrait se conformer au canevas de l'ère Berman, ou bien ceux qui apprécient les séries récentes et qui acceptent de revoir les anciens personnages et autres éléments, lore, vaisseaux, etc., qui ont évolué dans un cadre narratif différent, par exemple le mode feuilleton avec Star Trek Picard. Attention, je ne parle pas de qualité d'écriture, mais uniquement de l'aspect nostalgique. Attention aux réponses hors sujet donc. Merci Guigui pour cette question. Vous voulez répondre? C'est pas très gentil ça, monsieur le gentil. Non, en fait, en relisant la question, je pense je pense pas que ce soit un tacle, parce que c'est vrai, nous, on assume notamment notre position anti-nostalgique, mais peut-être qu'on pourrait être taxé de nostalgique, parce qu'on trouve que ce qui se faisait avant était mieux que ce qui se fait aujourd'hui, mais je pense pas que ce soit par pure nostalgie, parce qu'on défend à chaque fois notre position. Mais il a conscience que, en effet, les séries actuelles sont bloqué dans une forme de nostalgie permanente, avec Strange New World et Discovery qui étaient bloqués dans l'ère TOS et Picard dans l'ère TNG. Je pense que c'est vrai que... Comment? Oui, Lower Decks également est bloquée dans le TNG, bien qu'elle fasse semblant d'avancer, mais en réalité non, elle est très TNG. Et quelque part, The Orville également est très TNG dans la forme et dans le propos. Donc qui est le plus? En fait, tout le monde l'est. Faut faire un peu de la différence aussi. Alors déjà quand même, je voulais juste un truc. La description qu'il fait des gens qui détestent les séries actuelles, on appelle ça un homme de paille. Oh, C'est-à-dire que c'est pas forcément les critères qu'il donne
pour le fait que ces séries soient rejetées par ces personnes-là, c'est pas forcément les critères que ces personnes donnent déjà d'elles-mêmes. Et on peut pas lire dans les pensées des gens. Donc présumer de leur état psychologique, c'est aussi en fait, on va dire une erreur. Et je pense qu'il faut plutôt se baser sur les arguments des gens plutôt que d'essayer de deviner leurs intentions ou leurs états émotionnels. Ok, nous sommes dans du scepticisme tréquien. Merci beaucoup, l'homme de paille. Bientôt le rasoir d'Occam. Et après, tu parlais du côté nostalgique de The Orville. En fait, on parle de nostalgie. En tout cas, moi, quand je critique la nostalgie dans une nouvelle série, c'est plutôt le racolage nostalgique, pour dire autrement. C'est-à-dire que c'est pas utiliser des techniques de mise en scène ou de la dialectique narrative qui fonctionnaient dans des séries d'avant. Pour moi, c'est pas faire du racolage nostalgique. C'est juste utiliser une formule qui fonctionne et qui donne des résultats intéressants artistiquement parlant. Tout à fait. Par contre, aller chercher la sœur du mec le plus connu de toute la franchise pour faire une série sur elle, là, tu vas vraiment convoquer des figures iconiques. Et donc, c'est vraiment pour le coup, tu te dis, hey, rappelle-toi Star Trek quand c'était bien. Bah oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même démarche du tout, quoi. Et il y en a une que je trouve critiquable et l'autre qui me pose aucun problème. Je suis absolument d'accord. Après, il y a la nostalgie, il y a aussi la nostalgie. Il y a aussi l'easter egg ou la référence pour la référence ou la référence bien faite, si tu veux. Et il y a aussi je pense que poser la question en demandant de répondre sans parler de la qualité d'écriture, pour moi, c'est de l'ordre de l'absurdité parce que, étrangement, dans la plupart des critiques qu'on fait, la qualité d'écriture est intrinsèquement liée à cette espèce de, comme dit Dragor, de racolage en fait pour moi. C'est-à-dire qu'encore une fois, si tu me rappelles Picard, il n'y a pas de problème sur la base. Moi quand Patrick Stewart a annoncé qu'il revenait, je crois qu'il l'a fait en juillet 2019, Ouais. à Star Trek Las Vegas 2019, quand il a annoncé qu'il revenait, non, il l'a fait en 2018, pardon. Moi j'étais chaud, j'étais super content, j'étais super heureux. Et quand je vois que pour moi le personnage est mal écrit et contredit, qu'il va à l'encontre de toutes les morales, tous les principes, toutes les valeurs qu'il a passé 15 ans à nous enseigner, si, c'est l'écriture du personnage récente, le traitement de l'univers récent, la façon dont les gens qui gèrent l'univers le perçoivent aujourd'hui, qui pour moi est un problème. Et comme Tidragor, additionné à ça, le racolage qui fait que, tiens, on va te raconter une histoire, mais toujours en te donnant un personnage ou un élément que tu connais bien, que tu connais forcément, tu vois. Sinon, c'est pas drôle. Et donc déjà, voilà, parce que moi, encore une fois, les nouvelles séries, mais je ne demande qu'à les accueillir à bras ouverts. Et encore, le Wordex, j'aime bien. Prodigy, j'aime bien. Donc, on peut pas. Après, étrangement, les séries que j'aime le mieux, c'est des séries qui proposent surtout souvent de nouveaux personnages qui vont être au centre de l'histoire et pas des nouveaux personnages qui vont, comme dans Picard, être parfaitement oubliables et surtout oubliés. Et le pire, c'est qu'ils ont été oubliés par leur propre série. Donc c'est quand même fou. Donc voilà, et il y a les créatifs. Alors j'aborderai les créatifs aussi tout à l'heure, quand on va parler de l'épisode en lui-même. Mais tu vois, par exemple, je prends le contre-exemple. Pour moi, Lower Decks dans la saison 3, je sais pas si tu as vu la saison 3. Non, pas encore. Non, je peux ou pas? Oui. Donc dans la saison 3, tu as un épisode qui se passe sur Deep Space Nine. Bah, je suis désolé, j'ai trouvé l'épisode bon. En fait. Et parce que mine de rien, en fait, déjà, le Wordex s'inscrit dans une volonté un petit peu humoristique, voire caricaturale de l'univers, donc se moquer un petit peu de soi-même. Mais pour le coup, je trouve que l'intrigue était légère. C'était pas sort de l'univers entier qui était encore en jeu. J'ai trouvé les personnages respectés, puisqu'on revoit Nerys et on revoit Quark. Voilà.
j'ai trouvé les personnages respectés par rapport à par rapport à ce qu'ils ont été dans Deep Space Nine. Et quand tu sais que le World X prend place 2-3 ans après la fin de Deep Space Nine, c'est normal qu'on retrouve un petit peu ces personnages-là. Et j'ai trouvé que l'humour de Lower Decks s'accordait parfaitement avec l'humour qu'il y a dans Deep Space Nine. Ok. Où à la fin, en fait, t'as Quark qui a essayé de faire une manœuvre commerciale, tu vois. Donc une arnaque, et à la fin, quelqu'un dénonce la blague, tu vois. Et t'as une réplique que j'aime beaucoup entre Freeman et Quark, où t'as Freeman qui dit mais je pensais que vous préfériez être pauvre, mais plutôt en liberté, quoi. Et t'as Quark qui dit mais bien sûr que non. Et je suis désolé, c'est limite un truc qu'il aurait pu dire ou qu'il a dit dans Deep Space Nine, que limite il préfère être en tôle pour un moment, mais être riche. Et tu vois, là, t'as de la réutilisation de personnages pour une occasion particulière, donc, parce qu'ils ne sont pas là toute la série, voilà, qui respectent ce qu'ils ont été, et qui va un petit peu forcer le trait d'humour, parce que c'est le but de la série. J'ai rien contre ça, en fait. Ouais, ils reviennent pas juste pour mourir. Ok. Voilà, ou juste pour rester, pour faire que les nouveaux personnages vont être oubliables. En Ok. fait. Non. Donc voilà, il y a de tout. Mais j'aime pas la référence pour de la référence qui est juste là pour te forcer, te dire hey, t'as vu, regarde, t'as vu ce qu'on t'a mis, t'es content, hein. Ça, Discovery le fait très très bien. Ok. Et Lower Decks le fait tout le temps, mais c'est pas juste, ça sert l'humour de la série. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à. Enfin, en tout cas pour ma part, c'est ça qui fait que j'arrive à apprécier cette série-là, alors que j'arrive pas à apprécier les autres parce C'est qu'elles le ça. font au premier degré. Et moi, tu vois, je me pose des questions par contre. Alors, déjà, il faut savoir que malheureusement, ce problème ne touche pas que Star Trek. Hein. Marvel et Star Wars, par exemple, souffrent également de ce problème de racolage, en fait. T'as dit quoi? C'était quoi le terme complet? De racolage nostalgique. Voilà, merci, racolage nostalgique, mais j'aime bien. Voilà, les autres franchises en ce moment souffrent énormément aussi de ce racolage nostalgique. Et moi, la question que je me pose, c'est d'où ça vient en fait. Alors, surtout vis-à-vis Star Trek, d'où ça vient. Et tu vois, je me demande parce que force est de constater qu'avant, dans les anciennes séries, on n'en avait pas autant des références comme ça. Et je me demande, est-ce que c'est pas, même malgré lui, est-ce que c'est pas Star Trek Beyond qui a lancé la manœuvre? Tu vois? Est-ce que les gens se sont pas dit, tiens, les références qu'ils ont fait dans Beyond, ça a plu, on va faire pareil? Puisque Beyond, il avait la légitimité de faire, puisque c'était un film qui sortait l'année des 50 ans, tu vois. Donc j'en veux pas spécialement Beyond, surtout que c'est pas de la référence ultra forcée, c'est quand même assez subtil. Si tu la vois pas, ça gêne pas ta lecture du film. Mais des fois, je me pose la question de savoir si, même sans le vouloir, malgré lui, c'est pas ce film-là qui a peut-être initié ça au sein de la franchise, toi. Bah, côté Star Trek, pour moi, c'est le film de 2009 qui a lancé ça. Parce Bah, que il en fait pas tant que ça, des c'est en références. fait non, c'est pas non, mais même je gère le principe de base, c'est-à-dire que jusque là, les productions Star Trek, quand tu lançais un nouveau truc, Hmm. soit tu faisais la suite de la série en cours, ou qui venait de se terminer, soit tu créais un nouvel équipage à une nouvelle période, un nouveau contexte, et tu faisais quelque chose entièrement nouveau. Hmm. Et c'est ce film-là qui a pour la première fois dit, on va prendre un truc qui a marché dans le passé, on va reprendre les personnages, le vaisseau, etc. Et on va faire un truc avec ça. Et ça a fonctionné, hein, ça a eu le succès qu'on connaît. Et donc ça a montré que pour la franchise Star Trek, c'était rentable d'avoir ce type de fonctionnement-là. Donc pour moi, c'est ça qui a lancé le truc. Et puis c'est pour ça que donc, on a eu les 3 films. Et puis quand il y a eu une nouvelle série à faire, ils se sont dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour émuler ce truc-là? Et bah tiens, on va aller ramener Spock, on va aller ramener Pike, on va aller ramener Kirk. Alors, en soi, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'en soi, 2009 a eu la. Enfin, 2009 s'est donné la légitimité de le faire vis-à-vis de l'univers en se positionnant dans une timeline alternative. Donc, en se permettant de réécrire un petit peu, tout en respectant quand même pas mal les lois de. Je parle vraiment des fondements de la structure même de l'univers en soi. Donc, les fonctionnements des trucs, le côté SF, etc. Et en se permettant quand même de réinventer beaucoup de choses, parce que les designs n'ont quasiment rien à voir. Par exemple, les visuels et tout. Mais bon, après. Ouais, mais bon, c'était quand même les gros titres, c'était Ah oui. voilà, la jeunesse de Kirk, enfin c'est pas le même Kirk, mais du coup tu vois, c'était quand même, et peu importe finalement le contenu du film,
Oui. Parce que finalement, les gens qui mettent les gros sous, ils s'en foutent. Hein. Hmm. Ce qu'ils regardent, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire fructifier comme marque et qui a des chances de rapporter de l'argent. Et pour moi, ça a envoyé ce message-là. Le succès de ce film a envoyé ce message-là. Quoi. Ok. Bon, après, aussi le fait que on n'a jamais réellement quitté d'un point de vue externe à Star Trek, on n'a jamais réellement quitté les années 80. On est toujours dans une nostalgie depuis les années 90, 2000. On a eu un petit soubresaut au début des années 2000, mais en fait, ça a repris et maintenant on est vraiment à fond. Bon, bref. Mais ça commence à se calmer un petit peu, cette vague nostalgique générale et permanente. Bien. On est parti pour notre épisode du soir. Alors, juste histoire de tenir les gens au courant, parce que c'est quand même hyper important qu'ils le sachent. Oui. Rémi, j'espère que tu es satisfait. J'ai ramassé ma figurine. Voilà. Sachez que j'ai ramassé la figurine qui Ah oui, était oui, ça y est, je la vois. malheureusement par terre. Voilà. Bien joué, bravo. Les gens ne s'inquiètent pas, tout va bien. Ça marche. Ok, merci beaucoup pour ça. Ce soir, nous allons parler de The Wounded, meurtri en version française. Un épisode super chouette. Non, personne n'est d'accord. Ah bah je Alors, sais vous pas, avez je pensais que compris. t'avais pas fini ta phrase, moi. Non, un épisode super chouette, n'est-ce pas dans lequel nous retrouvons notre bon vieux Picard, ce bon vieux Bricard, Lascar, qui pas du tout, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas Wow. préparé d'introduction pour cet épisode. D'ailleurs, t'as l'air d'avoir envie de parler, Guillaume. Tu veux nous faire un résumé rapide de cet épisode? Ouais, alors déjà c'est un épisode de Star Trek, un vrai, allez. Non mais, alors en vrai déconnez pas parce que le pire c'est genre je lance l'épisode et en lançant l'épisode je me dis putain mais c'est cool. Mais attends, déjà je me dis on y voit quelque chose parce que la dernière fois que j'ai vu Picard je le voyais à moitié et c'était pas à cause de mes yeux. Voilà. Ensuite de ça, je me dis, tiens, regardez, tu vois les Cardassiens. Alors, ok, ils ont leur truc dans cet épisode. Au début, ils ont c'est encore chaud. leur espèce de truc dégueulasse là par-dessus le nez. Leur casque chelou, ouais. Leur espèce de casque et tout. Mais sur le coup, je me dis, putain, quand même, à l'époque, ils en avaient du courage hein, pour proposer ça comme ça. Les gens, ils avaient pas froid aux œufs qui bossaient derrière. Bon, ils se sont dit, vas-y, on met une nouvelle espace. On leur fout quoi comme maquillage cette fois? Allez, ils vont tenter ça. On leur fout une cuillère sur le front, ça passera tout seul. Et tu sais, ils avaient quand même. Ouais, ils avaient du courage, hein, les types. Hein. Et pareil, les vaisseaux spatiaux et tout, je dis, les Cardassiens, voilà. Et même le générique m'a emballé. Et même là, à la fin de l'épisode, Ouais, avec des phrases de Picard, je dis, oh, le charisme du type, le truc qui dégage, c'est incroyable. Et tout ce que je ne retrouve plus dans les séries actuelles, non, mais c'est quand même dommage à ce point-là de se dire que dès que je revois, et c'est pas la première fois que ça me le fait, dès que je revois un vieil épisode, je me dis ah mais c'est à ça que ça ressemblait avant, mais c'était cool. Ah punaise, c'est incroyable. C'est un festival. Et enfin bref. Alors du coup l'épisode est très intéressant parce que déjà il faut dire aussi l'épisode est forcément un bon épisode parce que dedans il y a Miles O'Brien et Miles O'Brien est toujours un gage de qualité pour du Star Trek. C'est un de mes persos préférés donc voilà. Donc, il se passe que l'Enterprise est à la frontière de l'espace cardassien, avec qui ils ont une paix depuis un an, enfin un peu plus d'un an, parce que le traité de paix n'a été signé qu'il y a un an, mais voilà. Il y avait eu une guerre entre la Fédération et Cardassia qui avait duré plusieurs années. Guerre pendant laquelle O'Brien a servi, pendant laquelle Picard a servi également sur le Stargazer. Et du coup, ils sont à la frontière cardassienne et se font attaquer au départ par un vaisseau cardassien. Mais que se passe-t-il, me direz-vous? Pourquoi la paix est-elle menacée? Eh bien, parce qu'un vaisseau de la Fédération a choisi de faire cavalier seul et il a choisi de se prendre pour un justicier. Pike, si tu nous écoutes. Parce qu'il aime pas parce qu'il a du mal à la considérer la paix, en fait. Et le but de l'épisode, c'est de raisonner ce capitaine et son bâtiment ou de l'arraisonner. Voilà. Ne riez pas trop fort, s'il vous plaît. Et donc, du coup, ça va être l'occasion de faire venir des Cardassiens à bord et de confronter un petit peu Miles aux Cardassiens, qu'il n'a pas revu depuis la guerre. Et de confronter aussi un petit peu les deux points de vue, comment arrêter le vaisseau le plus efficacement possible tout en préservant la paix.
Et pourquoi aussi le capitaine Maxwell de l'USS Phoenix a décidé de tenter de faire renaître de ses cendres une guerre déjà terminée. Voilà, est-il stoppable? Va-t-il être raisonnable ou quoi? Et voilà, donc c'est un épisode qui est très très bon pour aborder des thématiques très, très psychologiques, en fait. Voilà. Ok, c'est toi Thierry qui nous a proposé cet épisode pour ce soir. Pourquoi? Alors au début, je voulais éviter de tomber là-dedans, mais en fait, vu comment on est parti, tant pis, autant y aller Du à fond. positif, du positif. En fait, l'épisode aborde un des thèmes qui sont abordés dans l'épisode d'il y a 2 semaines de Strange New World. Alors attention, 2 semaines, nous enregistrons début août notre épisode que vous écoutez probablement courant novembre. Alors, l'épisode 2.08, le 8e épisode de la saison 2. Ok, voilà. Merci beaucoup. Désolé. Où on a aussi les gens qui doivent faire face à des anciens ennemis et qui ont des traumas liés à la guerre et qui doivent gérer ça en fait. Voilà. Et ça m'a rappelé cet épisode. Bon, ça m'a rappelé plein d'épisodes, hein, mais notamment celui-là. Et donc, je trouvais que ça serait intéressant d'en parler. Et c'est vrai qu'on en parlait hors antenne au départ. Je me disais, on va essayer d'éviter de dire du mal. Donc, du coup, je voulais éviter les parallèles justement et qu'on se concentre sur l'épisode. Mais comme ça fait à peu près 10 minutes qu'on dit du mal des nouvelles séries, je me dis que c'est trop tard de toute façon. Donc s'il y a des parallèles qui nous trouvent pertinents, autant qu'on les fasse. Et voilà. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Ok. Bon, déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est tout de même un épisode particulièrement notable pour plein de réponses, plein de raisons. Déjà, on a Miles O'Brien qui est particulièrement mis en avant, je pense, qui n'a jamais été autant mis à l'avant qu'à cet épisode, avant cet épisode. Peut-être l'épisode de son mariage, mais je me rappelle plus. C'est l'épisode juste avant l'épisode de son mariage. Ok. Et il est centré sur Data, enfin, c'est le point de vue de Data, mais c'est un des événements principaux de l'épisode, quoi, son mariage. Donc, ça se suit de tout de suite. D'accord. Donc on a déjà ça de particulièrement notable. On a Marc Alamo qui joue Gull, je n'ai pas noté le nom. Massett. Gull Massett, donc un capitaine de vaisseau cardassien, et qui reviendra dans Deep Space Nine pour jouer Gul Dukat, parfois antagoniste, parfois légèrement allié, parfois entre deux, un des personnages principaux de Deep Space Nine, qui était déjà apparu, mais qui réapparaîtra à nouveau sous d'autres traits d'Alien de la semaine. Et on a aussi l'USS Phoenix. Ça, je l'ai découvert aujourd'hui en allant voir, en traînant un peu sur les forums, qui est pour la première présentation d'un vaisseau de type Nebula. Quoi d'autre? Et oui, on a les bases de la guerre contre les Cardassiens, et donc les bases de ce que sera la série Deep Space Nine. Donc vraiment, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un gros épisode. Et pourtant, c'est parti, on va commencer. C'est un épisode qui se passe dans 3 pièces. Le pont, la salle de réunion, le bureau du capitaine, la salle de téléportation et le bureau du capitaine Maxwell. C'est tout, 5 pièces. Et l'abordage. Et l'abordage? Ah oui, c'est vrai, il y a une scène au bar, ouais. Et il y a une scène dans la maison de Keiko et O'Brien. C'est quasiment toutes les pièces du set du studio. Voilà, mais il n'y a pas de nouvelle création. Le bureau de Maxwell, je pense que c'est la salle de réunion qui a été maquillée, ou une pièce lambda qui a été un peu maquillée, parce qu'on la voit très peu. Il y a juste une plaque au mur pour dire c'est bien l'USS Phoenix, hein, c'est bien l'USS Phoenix, c'est pas autre chose. Donc c'est un épisode à très petit budget, hein. Il y a juste 3 Cardassiens qui ont été maquillés et un nouvel acteur qui apparaît, mais c'est tout. Donc c'est vraiment ultra centré sur le dialogue. Il y a plusieurs batailles spatiales, mais que l'on ne voit pas. On a un effet salle de réunion, on regarde des écrans et on voit ce qui se passe, on réagit. Super bien fait, hein, super bien rythmé.
Donc, d'un point de vue production, c'est un épisode particulièrement qui arrive à rendre intense des scènes de dialogue, alors que c'est un épisode qui devrait être plat visuellement. C'est Alors, notable. c'est quand même la toute première apparition des Cardassiens. Mhm. Donc, C'est je pense vraiment que là, la toute pour le première coup, ou c'était la c'est. deuxième? Ben, De ce que j'ai vu sur les forums aujourd'hui, c'était la première. D'accord, ok. Ok. Sur Ultime Frontier, ça Je, semble confirmé. je savais plus si c'était la première ou la deuxième. Ok. Donc, du coup, en termes de budget, il y a quand même eu, je pense, un développement assez détaillé. Enfin, il y a une partie du budget qui a dû passer dans le développement du concept des Cardassiens, leur maquillage, Mhm. leur vaisseau, leur vaisseau, ça, ouais. leurs costumes, etc. Même s'ils n'ont pas, les costumes n'ont pas été repris après. Donc, moi, je les aime bien, ces armures-là, qu'ils ont, les uniformes qu'ils ont. Alors, avec la qualité d'image d'aujourd'hui, et ça, c'est une critique que j'avais fait dans notre autre podcast, Trek Analyse. Je trouve qu'elles ont un effet plastique. Elles brillent un peu trop et elles ont pas d'aspect rugueux. Elles ont pas. Mais bon. Alors ça, c'est mon avantage, c'est que je continue à regarder Star Trek en DVD, donc du coup, Voilà, en qualité Blu-ray, du coup, c'est ça pas change. ouf. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais en termes de design, en tout cas, Ouais, c'est cool. Ouais, c'est en cool. termes de design, j'aime je les beaucoup. trouve vachement bien. Ils n'ont pas regardé ça pour la suite, parce que peut-être justement parce qu'ils voulaient des trucs plus détaillés. Je préfère celle de Deep Space Nine qui reprennent quand même un petit peu le même design hein, au niveau de ce qu'il y a. Oui, l'aspect général. Ouais. L'aspect général est conservé, mais j'aime bien. Ouais. Ok. Et oui, il n'y a pas une grosse production value quoi, sur les Ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais. Je suis assez d'accord. Mais ça, c'est un peu un truc. Enfin. Où beaucoup les séries Star Trek. Enfin, moi, c'est un truc que je remarque qui était vraiment la base quoi, de beaucoup de séries Star Trek. C'était ça, c'était que t'avais pas forcément besoin d'avoir un gros budget pour faire des histoires intéressantes, parce qu'ils se concentraient beaucoup sur les. Ils étaient soigneux sur les scénarios et faire des choses intéressantes sans forcément avoir besoin d'effets spéciaux grandiloquents. Quoi. C'est ça. Ouais. Bien, alors je vais ouvrir mes notes d'épisode. Bon, on va pas faire du scène par scène, évidemment. Alors évidemment, je les avais pas ouvertes. Hop, c'est bon. Non, j'ai juste noté quelques trucs. Je sais pas, est-ce que vous voulez aborder quelque chose en premier, principalement, ou Avant d'attaquer l'intrigue principale, il y a quand même voilà, le petit truc, donc ce que je disais, donc on voit on a vu le mariage de O'Brien l'épisode d'avant, et là on voit Keiko et Miles en train de déjeuner dans leur quartier. Donc ça fait un petit rappel en fait de l'épisode d'avant. Mhm. S'il y avait une continuité discrète, quoi, de dire tiens maintenant ils sont mariés, ils sont dans le même quartier, ils prennent leur petit déj ensemble. Et C'est un peu bizarre qu'ils aient attendu d'être mariés pour faire ça, mais ça c'est. Non, on a attendu qu'ils soient Oui, mariés pour le voir. pour le montrer, voilà. Ouais. C'est ça, Mais exactement. C'est là où je voulais en venir. évidemment, ils sont en contradiction, ce qui pose les bases de leur relation tout au long de TNG puis de Deep Space Nine, puisqu'ils sont relativement souvent pas d'accord. Et c'est intéressant parce que du coup, dans la saison 1 de TNG, on avait Tasha Yar qui avait dit en fait que la fédération dans la fédération, on ne réduisait plus les animaux en esclavage pour les tuer et les manger. Je sais plus comment c'était dit, mais c'était quelque chose dans ce ton-là. Et là, on apprend que la mère de Miles cuisinait de la vraie viande. Oui, d'ailleurs, Keiko est outrée. Non, elle est pas outrée, Elle est d'ailleurs, pas ça outrée, l'amuse un en petit fait, peu. on sent que c'est étrange pour elle quand même. Elle est à moitié amusée et à moitié un peu, voilà, il y a un truc assez subtil dans le jeu de l'actrice que je trouve qui est pas mal. Ouais. Et Miles, par contre, il capte rien du tout. Et là, bah ouais, elle coupait ça comme un chef et tout. Moi, le truc, c'est que je me pose la question de savoir si c'est par rapport à la viande ou si c'est par rapport au fait qu'elle cuisinait de vrais aliments de toute façon. Parce que dès qu'O'Brien, avant de mentionner la viande, il mentionne le fait qu'elle cuisinait vraiment avec de vrais aliments et elle a l'air limite choquée d'apprendre ça à ce moment-là en fait.
Donc je me demande si c'est pas juste une personne qui a été habituée à manger de la nourriture synthétique Hmm. et qui se dit, qui a toujours grandi comme ça, tu vois. Après, c'est pareil pour de la viande, tu vois. Mhm. Et qui se dit, mais qu'est-ce que c'est ce type qui me parle de vrais trucs? C'est quoi ce machin, tu sais? J'aime beaucoup Roselyne Chao. Hmm. Ouais, une très bonne actrice. Et, enfin, très, très chouette. Et ouais. Mais d'ailleurs, ça ne mène nulle part. Enfin, il dit, on va traiter cet arc direct, comme ça, c'est fait. Donc, on a cette première scène qui est plus ou moins l'ouverture, je crois. Et puis, on en a une seconde un petit peu plus tard. À la fin de la première scène, il lui dit, ben, écoute, le prochain repas, c'est moi qui le fais. Je vais tout synthétiser, mais je vais faire le repas moi-même. Et je pensais qu'on aurait une troisième scène. La deuxième scène, c'est ils mangent ce fameux repas en échangeant à propos de la guerre, des Cardassiens et de comment revit Miles tous ses souvenirs. Mais je pensais qu'on aurait une clôture, euh, comment ça s'appelle après Un payoff? une conclusion. Ouais, une forme de conclusion de ces échanges avec une nouvelle discussion. Mais non, on n'a pas eu. On a juste Keiko qui est pas très contente de manger ça, c'est tout. Hmm. Bah, je pense que c'est le genre de scène qui mettent dans TNG ou même dans les autres séries hein, juste pour montrer qu'il y a une vie quotidienne à bord du vaisseau Hum, c'est un peu aussi pour ça qu'on s'attache aux personnages, c'est que des fois on voit juste ils font leur vie dans le vaisseau, quoi. ouais. Ils font des trucs qui sont peut-être plus proches de nous, genre manger et parler de bouffe. Et Ça, c'est ça- C'est très réussi, hein. français d'ailleurs. épilogue, c'est le mot que je cherchais. Ça aurait pu Ah oui. servir d'épilogue. Bon, ils ont décidé de finir l'épisode sur une touche bien percutante et un peu sombre. C'est tout à leur honneur et au contraire, ça en est d'autant plus percutant. Mais je m'attendais à ce que ça serve d'épilogue. Bien. Quoi d'autre sur ce couple? Rien. Ils sont cool. Non, bah, il y a la scène après où justement il parle des Cardassiens, tout ça, mais on y reviendra parce que c'est lié au reste de l'intrigue. Donc, C'est ça. Voilà. Mais vous voulez détailler l'intrigue dans son entièreté ou quoi? bah, j'ai pas mal de choses à dire. Ouais. Donc, je sais pas, on n'est peut-être pas obligé de passer tout en détail, mais toi, t'as beaucoup de notes vous avez beaucoup de notes? Moi, j'ai plein de petites phrases notées au fur et à mesure. Par exemple, j'ai dit trop cool, il y a les Cardassiens. Trop cool, il y a Colmeny. Trop cool, il y a Marc Alemo. Trop cool. D'accord. C'est la première phrase. Non, si, petite note. Hein, juste, l'épisode est produit par David Livingstone, qui est le réalisateur du prochain épisode que nous allons traiter dans Track Analyse, à savoir Piégé, saison 3 de Enterprise, que je venais de voir juste hier, quoi. Et du coup, ça m'a marqué. Quand j'ai vu passer cette info, je l'ai noté. Et voilà. Donc c'est bien de voir que le mec il est passé de la prod à la réal. Je sais pas s'il a fait beaucoup d'autres. Enfin, je suppose qu'il a produit d'autres épisodes, mais je sais pas s'il en a réalisé beaucoup. Hmm. Voilà. Donc le truc c'est donc il y a donc Benjamin Maxwell qui attaque les Klingons et donc après que Les les Cardassiens. Klingons n'importe quoi après que les Cardassiens se sont rendus Plein de fois, j'ai compte failli marquer Klingon hein, sur mes notes. qu'ils n'étaient pas de taille contre l'Enterprise D et que du coup valait mieux peut-être arrêter de leur tirer dessus, ils arrivent à communiquer et donc c'est là que voilà c'est là que qu'on apprend ce qui se passe. Et Picard donc il reçoit des ordres d'un amiral. Alors sa tête me disait rien. Je sais pas si c'est un amiral qu'on voit souvent ou si c'est juste un amiral d'occasion comme ça qu'ils ont dégoté pour le poste. Achetez votre amiral d'occasion. Et c'est cool aussi en tout cas, de voir un amiral qui est pas corrompu ou un agent romulien ou un métamorphe. C'est juste un amiral quoi. Il donne des ordres et puis voilà. Bah, on a déjà un capitaine traître, on va pas mettre. Et donc, ça va être l'enjeu de l'épisode, c'est que Picard, il a l'ordre de préserver la paix à tout prix. Je sais plus si c'est comme ça qu'il le dit, mais voilà. Et donc pour ça, il doit, Si en français c'est comme ça qu'il le dit en tout cas. ouais, il doit donc en signe de bonne volonté, il fait venir les Cardassiens, enfin
le capitaine cardassien et 2 de ses subordonnés à bord, et il veut jouer la transparence pour qu'ils suivent les recherches, etc. Et c'est l'Enterprise qui va arrêter le vaisseau, voilà. Parce que c'est sûr que si les cardassiens l'arrêtaient eux, ça pourrait avoir des répercussions justement Oui. sur la paix. Donc il vaut mieux que ce soit un vaisseau de la Fédération qui gère ses moutons noirs, quoi. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais bref, c'est pas grave. Ben, on ne sait pas à ce moment-là si c'est vraiment un mouton noir. On ne sait pas ce qu'il fait en fait, ce qui se passe. On sait qu'il attaque, qu'il attaque des colonies, enfin des bases scientifiques cardassiennes, enfin soi-disant scientifiques. Et c'est intéressant. Bon, déjà, t'as Worf qui fait son réac comme d'hab, hein, c'est Worf. Mais c'est intéressant de voir que la méfiance, elle est quand même assez générale. Je veux dire, même Riker, il est là, il dit faut faire attention aux points clés du vaisseau, etc. Donc on voit quand même que la guerre contre les Cardassiens, elle a laissé des marques sur tout le monde en fait, et pas que sur Worf ou sur Miles ou sur Maxwell. Vraiment, tout le monde se dit quand même, faut qu'on fasse gaffe, quoi. Faut qu'on soit de bonne volonté. La plupart sont d'accord pour être de bonne volonté et dire voilà, ça va être. Et donc ça met un cadre aussi aux réactions que les personnages vont avoir dans l'épisode plus généralement, quoi. Et ça nous permet à nous, spectateurs, spectatrices, de contextualiser aussi, de comprendre un peu ce que représentent vraiment fortement les Cardassiens, parce que je ne crois pas qu'on en ait même fait mention dans les épisodes précédents, peut-être au détour d'une phrase, mais je n'en ai pas de souvenir. Moi, on me présente une espèce, on me dit, ouais, on a été en guerre contre plusieurs années, donc on ne sait pas exactement combien de temps, ça fait 1 an qu'on est en paix. Ils arrivent sur le vaisseau. Ok. Et voilà, et donc on nous dit oui, non, il faut faire gaffe aux points clés, etc., etc. Worf, pour le coup, il me choque moins que d'habitude. Après, t'as pas mal de mise en contexte. T'as déjà l'histoire du Stargazer aussi qui vient un petit peu renseigner le truc. Voilà, Picard qui raconte qu'il y a Ah oui, quelques c'est années, vrai, il il était avec le raconte avec Stargazer et qu'il a avec été envoyé pour nostalgie. essayer de négocier un cessez-le-feu. Et que, en fait, le cessez-le-feu, il a pas été pris comme ça par les gars d'en face, et que du coup, il a dû se tirer vite fait, sinon il finissait tout froid, quoi. Donc, t'as aussi ce contexte-là qui te montre en fait la différence, et cette différence qui va être illustrée dans tout l'épisode. Tu vois cette différence de culture, cette différence de gestion, en fait. Au niveau de la traque, au niveau de l'autorité vis-à-vis de ses subordonnés, etc., etc. Tu vois une vraie différence. Rien que cet épisode-là te montre efficacement la différence de culture, et donc, quelque part, en soi, la méfiance qui peut résulter post-guerre, parce que tu sais que les gars d'en face, ils gèrent pas comme toi, en fait. Et la dernière fois que tu les as vus, t'as baissé tes boucliers, et du coup, ils en ont profité, tout tiré dessus. Donc, si tu veux, t'as beaucoup de contextualisation efficace qui servent aussi la construction des personnages, et qui servent aussi à légitimer leur réaction plus tard autour de ça. Donc, en fait, c'est pas juste une nouvelle espèce qu'on voit comme ça, qui monte à bord comme ça, tu vois. Et ça montre aussi que les laisser déjà venir sur le vaisseau, suivre un peu tout ce qui se passe, et leur donner quand même une grande liberté, même s'il y a des points clés qui sont mis sous surveillance. Finalement, ça montre que c'est quand même un grand geste de la part de Picard et puis à travers lui de Starfleet et de la Fédération, parce que justement, la dernière fois qu'ils ont baissé leur garde, ils s'en sont pris une, quoi. Donc là, ils recommencent, ils rebaissent leur garde en disant on va les laisser se balader dans le vaisseau. Et donc c'est un geste très fort, parce qu'ils ont toutes les raisons de se méfier. Alors après, c'est mesuré. Parce que Picard, il est bien gentil de dire bon, écoutez, vous avez le choix, soit on se bastonne, soit vous montez à bord et on règle cette histoire pacifiquement. Par contre, si on se bastonne, vu l'état de votre vaisseau, vous n'avez pas de chance. Donc, si tu veux, en soi, si tu veux, il a là, par contre, il a toute la latitude de proposer cette solution et de pouvoir en jouer, parce que il a déjà détruit la moitié des boucliers ennemis. Donc, il sait que dans un combat, il a de grandes chances de gagner comparé à eux. Voilà, mais en même temps, il n'a pas envie de replonger une guerre. Donc, si tu veux, moi, si tu veux, je me suis dit, mais à ce moment-là de l'épisode, je me dis, ouais, c'est quand même facile pour toi de proposer cette solution, quoi. Oui, ça c'est dit à plusieurs reprises. L'Enterprise a une
une grosse position d'autorité sur tout le monde. Ils dominent clairement la game tout le long. Face aux Phoenix, face aux Cardassiens, ils sont là, ils disent bon, cherchez pas quoi. Ça c'est marrant. Ils ont voulu, les scénaristes, se débarrasser de l'aspect en disant voyez à quel point ils sont de bonne foi, ils cherchent la paix réelle quoi. Alors oui, mais derrière, il y a aussi un contexte. Je veux dire, on est dans la saison 4, c'est-à-dire on est au 12e épisode sur 24, on est au premier tiers, on est quoi, 3, 4, 5 mois après que la tragédie de Wolf 359 ait eu lieu. Donc Oui. quand l'amiral te dit on n'a pas les moyens de repartir en guerre, c'est pas des conneries. Si là les Cardassiens se réarment, la Fédération, elle va avoir du mal. Parce qu'ils D'ailleurs, sont encore en train de référence reconstruire leur flotte. on a une référence au Borg, hein, Oui. d'ailleurs, par Oui. Maxwell. Et oui, donc en fait, il faut se montrer, enfin, faut pas montrer, enfin, en gros, il faut se montrer ouvert, mais il faut pas se montrer faible, quoi. Et il y a cet enjeu-là qui est assez présent, ouais. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que Picard, il aurait pu faire, justement, comme tu dis, Guillaume, comme il était supérieur en armement par rapport au vaisseau des Cardassiens et que, en fait, ils n'avaient pas vraiment le choix, il aurait pu faire ce que disait Worf, c'est-à-dire les laisser sous escorte permanente. Et il le fait pas. Et c'est là que je dis que là, il fait un geste qui est quand même Oui, c'est vrai. un geste d'ouverture qui est marquant parce qu'il prend le risque, ce qui va se passer d'ailleurs dans la suite, qu'il y en ait un qui aille farfouiller dans les systèmes du vaisseau, des systèmes moins cruciaux que ceux qu'il a protégés, mais qui va quand même pouvoir essayer de trouver des informations, etc. Donc c'est un risque calculé, mais c'est quand même un risque qui est là en tant que geste diplomatique, quoi. Après, cette scène-là m'a fait rire justement du second qui tente d'examiner une console en fait. Et ça me fait rire qu'il prétexte. Alors, tu sais pas en fait si c'est vrai. Tu sais pas s'il voulait obtenir des renseignements clés ou s'il voulait, comme il le dit, tu sais, analyser leur matrice de je sais pas quoi parce que les leurs sont plus performantes que les nôtres. Et moi, cette scène elle me fait rire parce que je me dis, mais c'est absolument dingue parce que ils auraient rencontré cette espèce de façon pacifique et ils n'auraient pas eu de conflit avec. Ils auraient déjà partagé leur technologie. En fait, ils auraient déjà montré, bah tiens, nous, on a développé ce système-là. Ah, il est plus puissant que le nôtre, tiens, c'est cool, c'est machin. Et là, j'aime bien cette scène parce que tu te dis, elle ne peut exister que par le contexte de la guerre qu'il y a eu. Et je sais pas, Alors, en t'as tout le l'occurrence, contexte, quoi. je suis pas certain, connaissant Worf, si un alien, quel qu'il soit, commence à tripoter les systèmes d'armement, il va péter un câble quand même. Non mais oui, mais ils ne tripotent les systèmes d'armement que parce qu'ils sont dans cette situation. Ils auraient été en bon terme depuis le début, ils auraient échangé pacifiquement dans des rencontres, dans des sommets, de trucs comme ça, leur technologie, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, juste au passage, tu parles de cette scène lorsque le Cardassien se fait congédier par son gueule, il se cogne contre le mur de l'ascenseur. Ah, j'ai pas fait gaffe. Voilà, son épaulette droite est trop large et je sais pas, je pense qu'il s'est mal placé l'acteur et boum, bon bref, ça m'a fait rigoler parce que du coup ils ont gardé ça au montage, ils ont mis un petit bruit, tu sais, ils ont mis un petit pouf comme comme dans Star Wars, le fameux Stormtrooper qui se mange le mur, J'y pensais. voilà la tête du plafond. Cette scène mène à un super cool échange entre les deux capitaines. Puisque du coup, avant cela, ouais, peut-être qu'on a avancé un peu vite, mais bon, avant cela, les Cardassiens auraient pu, enfin, ont eu des doutes sur la sincérité de Picard, mais lorsque ce Cardassien-là se fait attraper, Picard ne dit rien, il reste en retrait, il laisse l'autre capitaine gueuler, et du coup, je pense que le gueule perd tout doute sur l'honnêteté de Picard. Et ils ont un échange, et le Cardassien dit un truc, il réalise en fait une phrase que j'ai notée, il dit: «La pérennité de la paix commence avec nous deux ici». Et ça, j'ai trouvé super fort parce que la paix réelle, enfin officielle, a commencé il y a 1 an, hein, ils ont signé un contrat, mais c'est juste un bout de papier. Par contre, quand tu as 2 capitaines en situation de crise qui discutent et qui échangent, là,
t'as la concrétisation de la paix. Et ça, moi, j'ai trouvé ça super cool. Et limite, c'est peut-être dommage, cette fin en demi-teinte qu'on abordera tout à l'heure, parce que, remarque, non, c'est peut-être encore plus fort, parce que du coup, j'allais dire Ducat, mais merde, comment il s'appelle? Massette. Massette, je vais me le noter quelque part, ça fait 2 fois que je vous le demande. Gueule Massette, peut-être qu'à ce moment-là, il réalise des trucs. Mm. Bon, bref. Oui. Oui, bah totalement. Je suis d'accord avec tout ce que tu C'était dis. un échange super cool. Ouais. Et en plus, en fait, il lui dit, tu sais que si l'inverse était arrivé, lui, il n'aurait pas été aussi clément Et oui, envers eux. ouais, il l'avoue clairement. Mm. Mais du coup, je vais revenir un peu en arrière. Donc, quand il y a cette discussion sur la manière d'accueillir les Cardassiens, donc Picard, il insiste bien qu'il devait être traité en invité et pas en ennemi ou en prisonnier ou quoi que ce soit. Ce qui est important parce que, en fait, quelque part, ça pourrait être interprété comme une reddition. Vu qu'ils ont attaqué l'Enterprise, ils se sont pris des tirs et ils arrivent sur le vaisseau. Donc c'est important de bien préciser que c'est pas des prisonniers, etc. Et surtout, ils demandent à Diana d'être donc qui est la conseillère du vaisseau, d'être particulièrement attentive à l'équipage. Hmm. Je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des trucs avec les Cardassiens et que du coup, il faut que la conseillère soit prête à écouter les gens, etc. Alors, on n'a pas de scène avec elle après. Enfin, il y a une scène dont je vais parler par rapport à ça, mais il n'y a pas de scène où on la voit accueillir des gens qui parlent de leur traumatisme ou quoi que ce soit, ou qui expliquent qu'ils sont mal à l'aise. Mais en tout cas, on sait que hors champ, il y a Diana qui s'occupe de trucs, quoi. Par rapport à ça. Et c'est important parce que justement, bah, euh, les traumatismes de guerre, il faut les gérer psychologiquement, il faut les soigner, quoi. Donc là, on suppose qu'ils ont reçu des soins, etc., et des séances. Hmm. Là, ça peut révéler des trucs. Donc on sait qu'il y a la conseillère du vaisseau qui est sur le pied de guerre pour gérer ça, quoi. Et d'ailleurs, euh, peu après que O'Brien ait téléporté les Cardassiens dans l'Enterprise, il y a Diana qui est là. Ouais. Et on la voit échanger un long regard avec Miles. Il n'y a pas de dialogue, c'est juste un échange de regards à la caméra. Et bah, en fait, pour moi, il n'y a pas besoin de dialogue parce qu'on sait que Diana est en pâte. Et là, pour le coup, bon, elle est souvent un peu effacée dans les épisodes. Enfin, voilà. Mais là, pour le coup, je trouve que même si on la voit que là, Mhm. que c'est une très bonne utilisation de la typo de son personnage. C'est-à-dire que là, on comprend qu'elle a sondé Miles quelque part pour voir dans quel état il était. Et donc, elle a sûrement vu que il était quand même un peu, on va dire qu'il avait des préjugés sur les Cardassiens, et qu'il était voilà pas super joyeuse de les voir. Mais elle a certainement aussi compris que il irait pas trop loin. Et Ah, tu crois? bah, moi, je l'interprète comme ça. Parce que sinon, elle serait venue lui parler ou elle serait venue alerter Picard. Et là, elle le fait pas. Et pour moi, s'il n'y a pas ça, cette scène de regard aurait pas de sens. Donc pour moi, c'est forcément qu'elle est là pour indiquer ça. Ok. Je sais pas si peut-être que vous pensez, j'interprète, je surinterprète, hein, mais Non, je me dis peut-être qu'elle attend simplement. Elle se dit bon, pour le moment, il est pas clairement dans l'action, machin. Mais oui, oui, c'est possible. C'est totalement possible ce que tu dis. J'avoue, j'étais tellement focalisé sur le reste de l'épisode que j'ai oublié Diana en fait. Comme on la voit plus après, Le pauvre. bah, comme il dit, hein, elle est souvent effacée dans les épisodes. Et elle porte pas d'uniforme, donc c'est merde. Non mais, je sais pas, c'est toujours un truc qui m'énerve. C'est la, On a seule... notre Worf. c'est la seule bonne action du capitaine Jilico sur l'Enterprise D, quoi. Je veux dire... Je sais parce que pas. du coup, je sais pas si on l'a dit, mais on comprend très vite qu'O'Brien va être le point focal de l'épisode parce que il a servi sous les ordres de Maxwell. Donc il peut y avoir un conflit de loyauté, il peut y avoir des tas de choses qui pourraient jouer vis-à-vis de ça. On ne sait pas encore ce que ça va donner, quoi. Et je sais plus quand est-ce que c'est, mais il y a du coup, euh, Picard va le voir pour lui demander des infos sur Maxwell. Il essaye de tâter le terrain. Et
Et O'Brien, il dit que voilà, c'était un capitaine génial, c'est un héros de guerre, tout ça, tout ça. Et il dit je peux m'enorgueillir d'avoir servi sous les 2 meilleurs capitaines de toute la flotte. Waouh, lèche-bot. Donc le gros compliment à Picard. Et puis je sais pas, Patrick Stewart, il fait un espèce de petit, je sais pas, un petit mouvement du visage, mais j'arrive pas trop à Ouais, il est décrire content. ce qu'il fait. Mais il le prend de manière super classe, et puis après il enchaîne, tu sais, ça insiste pas du tout dessus, quoi, mais c'est assez rigolo. Ça m'a amusé, le petit truc, voilà. Mais en fait, ouais, ça fait un peu lèche-bot, mais en même temps, ça montre à quel point O'Brien respecte Maxwell, puisqu'il le met en fait finalement au même niveau que Picard, quoi. Hmm. Et, euh, et donc voilà, et là et donc lui, il affirme par contre que bah il obéirait aux ordres, etc., quoi. Et un truc que j'aime bien dans l'épisode, bon, il y a la réunion en briefing room, où on voit que c'est tendu, notamment de par O'Brien d'ailleurs, hein, où il insiste que Maxwell, s'il fait ça, c'est qu'il a une bonne raison. Puis t'as qu'une Massette qui est là, une bonne raison de buter mes compatriotes, ouais, on va pas être copains, quoi. Mais bon, c'est vite évacué, Picard, il gère bien le truc. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont les Cardassiens qui essayent de lier connaissance avec O'Brien. Et qui sont Ouais, en mode sympa, ils essayent de faire copain-copain, et bon, ils les envoient chier. quel salopard. Mais ils restent polis. Oui. Et voilà, il leur dit qu'il a pas envie, quoi. Il n'a pas envie. Si on lui ordonne de le faire, il le fera, mais il n'a pas envie. Et, euh, et ce que je trouve super bien fait, c'est justement dans sa discussion avec Eiko dont on parlait. En fait, il a pas l'air de se rendre compte qu'il a des préjugés sur les Cardassiens. Et qu'il est toujours traumatisé par la guerre aussi. Ouais. Il se ment Et, à lui-même, hein, c'est et en fou. fait, je trouve ça assez réaliste. Mhm. Moi, Non, je je suis pas trouve raciste. que les gens qui ont des préjugés, ben, ils se rendent pas compte que c'est des préjugés, parce que pour eux, ben, déjà, c'est vrai, de leur point de vue. Et il y a aussi ce truc voilà, il n'a pas forcément tout à fait conscience de son propre état. Et je sais pas, je trouve elle est parlante, cette conversation. Et en même temps, ça montre que la partie rationnelle de lui, on va dire, est de bonne volonté. C'est-à-dire que finalement, lui, il y a ses émotions et ses trucs un peu inconscients qui ressortent, et qui fait qu'il a envoyé bouler les Cardassiens pas longtemps avant. Mais voilà, en termes intellectuellement, il veut être un mec bien qui est prêt à traiter ses anciens ennemis comme des gens euh, normaux, quoi, entre guillemets. Mhm. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ça qui déclenche le truc, c'est que en ayant cette discussion avec Echo, je pense que ça aussi déclenche le fait de le dire, de le verbaliser, ça déclenche un truc en lui qui fait qu'il va essayer, au départ, après il va partir un peu en couille, mais pas forcément dans le mauvais sens, qui va aller s'excuser auprès du Cardassien pour son comportement dans l'ascenseur. Ouais. Mais Il montre que après, alors, malgré tout, et malgré tout ce qui, parce qu'en plus, voilà, tout ce qu'il a en lui avec ça, encore une fois, il est vraiment de bonne volonté, et il veut faire avancer les choses, quoi. Même s'il ne s'y prend pas forcément de la meilleure manière. est-ce qu'on peut vraiment dire, donc, quand tu dis qu'il part en couille, donc, ils se retrouvent tous les deux au bar, et, et comme tu dis, Miles commence à présenter ses excuses aux Cardassiens, puis ils commencent à parler tous les deux de la guerre, de cette fameuse bataille qui a choqué tous les esprits à l'époque, et, et, euh, et, et ouais, O'Brien commence à expliquer ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Puis, bon, on voit qu'il souffre beaucoup du fait de verbaliser ça, mais en plus, enfin, et de se souvenir. Et il finit par. Il conclut la conversation en disant c'est pas que je vous déteste, c'est que je déteste ce que vous avez fait, ce que vous m'avez fait devenir parce que j'ai tué pour la première fois à cause de vous, etc. Je,
Et En fait, quand je dis qu'il part en couille, c'est que Ok. je pense que, enfin, tel que je vis la scène, il rentre chez lui, il je va pense picoler toute la nuit. je pense qu'il n'avait pas prévu Oui, de non, parler de son traumatisme au Cardassien quand il est venu s'excuser auprès de lui. ouais, En mais fait, il s'est entraîné, la conversation l'a entraîné dans un endroit où il n'est pas prévu d'aller, je pense. Ouais, ok. Mais Et, cette phrase, elle est super marquante, hein. Moi, je l'ai notée en anglais, hein. Il dit It's not you I hate, Kardashian. I hate what I became because of you. Elle est donc très bien traduite en français. Et elle est marquante parce que déjà, il raconte son traumatisme. Et c'est fort en plus parce que c'est pas un truc d'avoir choisi ce traumatisme-là et de lui faire dire cette phrase. Je trouve que c'est vraiment super bien pensé parce que ça aurait été trop facile de dire oui, j'ai vu des Cardassiens massacrer des enfants avec des bilboquets. Enfin, oui, tout Chacun à son fait. hobby, hein, après. alors que là, en Son fait, hobby vraiment, bokeh. son traumatisme, c'est d'avoir tué un Cardassien. Alors que c'était ses Ouais. ennemis et C'est d'avoir tué. C'est surtout d'avoir tué. oui, d'avoir tué, mais en plus, voilà, c'est un Cardassien qui l'a tué, quoi. C'était ses ennemis, voilà. Et ça dit un truc aussi en creux, c'est que finalement, l'invention des phasers, ça a créé des guerres où il y a peu de morts chez les ennemis de la Fédération. Parce que Oui, parce qu'il normalement, devait. Pardon. ils sont pas mis sur maximum, ils assomment les gens, on sait pas exactement, voilà, et je pense qu'ils les font prisonniers, etc. Mais c'est là qu'on apprend qu'en fait, en gros, sur les champs de bataille de la Fédération, les ennemis, ils meurent pas. Quand ils meurent, c'est vraiment qu'il y a un accident ou qu'il y a un truc pas normal qui s'est passé. Et ça, c'est quand même un truc, ça dit quelque chose de Starfleet. Ouais, c'est fou. Et c'est en une phrase comme ça, et en plus, c'est même pas le sujet de la conversation, mais ça le dit quand même. Je trouve que il y a une subtilité là-dedans qui est bien pensée, et que les dialoguistes, ils sont super bons. Ouais. Donc, on en arrive tranquillement à l'arrestation du Phénix. Donc, le vaisseau, l'USS Phoenix, vogue en terre cardassienne, en espace cardassien, et choisit cible après cible des vaisseaux qui semblent être plus ou moins aléatoires. On ne sait pas exactement ce qu'il fait là, etc. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Et l'Enterprise finit par le rattraper après quelques déboires, hein, puisque ne voulant pas aller trop vite, ne voulant pas paraître trop agressif, parce qu'ils auraient pu foncer sur lui, distorsion 9 dès le début, appeler tous les vaisseaux du coin cardassien et lui dire vous l'arrêtez. Ils se sont dit on va y aller tranquillement, bon, du coup un autre vaisseau a été détruit, etc. Mais Picard finit par rattraper Maxwell, et nous avons le capitaine Maxwell de l'USS Phoenix qui est convié à venir échanger et se justifier de ses actes devant Picard. Et là se passe quelque chose que je pense que nous n'aurions jamais vu si nous avions eu un équivalent récemment dans les séries présentes, mais le capitaine se fait téléporter seul, et il est accueilli par le Number One, donc le commandant Riker. Il a le temps d'échanger 2-3 mots avec Miles O'Brien, puis il va papoter dans son bureau tranquillement avec Picard. La discussion ne va pas dans le sens que Picard voudrait, c'est-à-dire que Maxwell prouve bien qu'il n'a pas vraiment de raison, il n'a aucune preuve d'avancer, à avancer suivant ses dires. Donc selon lui, les Cardassiens sont en train de repréparer la guerre, ce n'était pas une station scientifique qu'il attaquait, mais une station d'armement, ce n'étaient pas des vaisseaux cargo, ou je sais plus quoi ce qu'il a détruit, mais des vaisseaux remplis d'armes, etc., etc. Picard lui demande, apporte les preuves, c'est quoi tes preuves? Il lui dit, mais je le sens au fond de moi.
Et il parle de mouvements, de troupes, etc., etc. Donc déjà, je le sens, moi, ça c'est une phrase que j'ai notée parce que c'est quelque chose qui m'agace au plus haut point actuellement dans Star Trek. Les personnages agissent beaucoup sur du feeling. C'est I feel this. C'est ce que l'on doit faire, c'est ce que je sens au plus profond de mon être que nous devons faire, machin. Il n'y a plus de recherche de preuves, il n'y a plus rien, machin. Et ils ont toujours raison. Ouais, je suis d'accord avec ça, le fait que Picard montre un attachement aux preuves, Show me the paper. c'est vraiment important, quoi. Et cool. Parce qu'en plus, tu vois qu'il est prêt à. Eh ben, il serait prêt à l'accepter. Sa position, sa corporalité, on va dire. Voilà. Il est prêt à l'écouter, il est ouvert d'esprit par rapport à ce qu'il lui dit, mais il lui faut une preuve, quoi. Et Tout à fait. et t'as raison, c'est un truc qu'on voit beaucoup moins maintenant. C'est bien les faits. C'est toujours bien les faits. Les faits, ouais. Non, on était bien. Et du coup, pardon, oui, vas-y. Par contre, avant ça, il y a quand même eu le petit dilemme du est-ce qu'on donne les codes de transpondeur du Phénix au vaisseau cardassien de guerre qui est pas loin pour qu'il puisse essayer de l'arrêter. C'est-à-dire que Picard, il laisse pas non plus Maxwell détruire des vaisseaux de ravitaillement comme ça. Il donne quand même. Il y a une hésitation. Il n'y a pas trop le temps de faire un dilemme moral parce que l'autre il est en train de tirer sur le vaisseau de ravitaillement. Donc voilà. Mais il y a quand même une petite hésitation, un petit truc du est-ce qu'on peut faire autrement? Bah non, bon, bah on va donner les codes du transpondeur. Et au final, le vaisseau cardassien de guerre se fait détruire. Et il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, mais qui n'est pas trop dit, enfin, c'est pas appuyé, c'est que le ravitailleur, il y avait 50 personnes dedans. Et le vaisseau de guerre, il y avait 500 personnes. Et en envoyant 500 personnes sauver 50, bah, ils ont perdu 550 personnes. Ce qui est un nombre horrible, hein. C'est-à-dire tous ces cardassiens qui sont morts. Et en fait, il y a un gros contraste qui se fait entre cet événement-là et Maxwell qui débarque. Et du coup, moi, je me l'imaginais comme un fou sanguinaire, le mec, et qu'il allait arriver super énervé. Et il arrive tout souriant, il est content de voir O'Brien, il est poli, c'est le capitaine de Starfleet sûr de lui, qui est sûr de son bon droit, qui est dans des dispositions même amicales, quoi. Il est là, il est avec des potes, il est chez Starfleet, voilà. Il se perçoit pas comme un renégat ou comme un traître ou comme tu vois un mec dangereux. Et en fait, il y a un moment donné où où on pourrait se dire, mais par contre, que lui, il agisse comme ça, d'accord, mais que les. Alors, Riker reste assez froid avec lui, hein. Il n'est pas désagréable, mais il n'est pas amical non plus, quoi. Oui, il est. Oui. Mais en fait, c'est vrai que c'est rappelé quand même pas mal dans l'épisode. C'est un héros de guerre qui est très respecté. Et O'Brien, notamment, a beaucoup insisté sur le fait que s'il le faisait, c'est qu'il avait une bonne raison. Donc, tu sens qu'on lui laisse quand même le bénéfice du doute sur les raisons pour lesquelles ils agissent, et que le nombre de personnes dans les vaisseaux et le statut des personnes dans les vaisseaux, ils n'ont que la parole des Cardassiens pour ça. Ils n'ont pas de preuves non plus. Ouais. Après, tu as le dilemme aussi qui est fait, je crois que c'est avant qu'ils donnent les codes, au moment où ils se rendent compte que le... C'est avant ou après, je sais plus. J'ai vu l'épisode il y a 2 heures, mais toi bien. Mais alors, monsieur, j'ai une mémoire incroyable. Ou alors toi. Je m'en souviendrai de celle-là. Celle-là, elle va revenir. Tiens, prépare ton batless. Non, mais parce qu'à un moment donné, justement, tu as aussi ce dilemme qui se pose au moment où Picard dit bon, bah, les gars, on va charger nos boucliers, armer nos phasers et nos torpilles. Hein. Et t'as quand même. T'as Kenworth qui. Quoi? Excusez-moi. On va tirer sur un vaisseau frère? Quoi? Non, mais quoi? Et t'as aussi quand même ce dilemme qui se pose parce que pour eux c'est inconcevable de tirer sur un vaisseau frère. Et t'as aussi cette thématique du. Alors, comme avec le transpondeur, hein, mais du devoir en fait. Moi, on m'a dit il faut sauvegarder la paix. Là, j'ai un électron libre qui est assez imprévisible et qui pour l'instant gagne.
si c'est moi qui dois le détruire, pour la paix, je le ferai. Hmm. Et limite, il aurait peut-être mieux valu que ce soit l'Enterprise qui le détruise plutôt qu'un vaisseau cardassien, parce que si ça avait été un vaisseau cardassien, ça aurait peut-être envenimé les choses sur le long terme. Ouais. Mais t'as quand même cette notion de devoir qui va surpasser un petit peu les relations ou les réputations, en fonction des actes et en fonction des faits. Et j'aime bien. J'ai bien aimé cette thématique, comment elle était montrée, abordée en fait. Ouais, Parce que je suis totalement d'accord avec toi et je trouve ça d'autant plus pertinent que c'est vraiment ancré la continuité de Star Trek, puisque tu as la maxime vulcaine que donnait Spock, le bien du plus grand nombre surpasse le bien du petit nombre, où là on est totalement dans ce cas-là, parce que préserver la paix c'est vraiment le bien du plus grand nombre. Et en plus, c'est un thème qui va revenir avec le Maquis sur la fin de TNG et sur DS9. Où de nouveau, on va se retrouver en position de tirer sur des gens de la Fédération parce que il faut préserver la paix avec ces enfoirés de Cardassiens, encore une fois. et donc, comme tu disais, Rémi, l'épisode, il est vraiment matriciel dans tout ce qui va se développer après. C'est ouf, hein. C'est un épisode majeur à ce niveau-là. Ouais. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que la conversation entre Picard et Jellicoe, et pas du tout Jellicoe, Maxwell, je sais pas pourquoi Jellicoe, ne tourne pas comme Guillaume est mort de rire, ne tourne pas comme il. C'est la deuxième fois. Tout à l'heure, c'était les Klingons à la place des Cardassiens. Là, c'est Jellicoe à la place de Maxwell. Bientôt, ce sera Cisco à la place de Picard. Et Ouais, donc, et le ne défiant à la tourne place pas, de l'Enterprise aussi, tant que t'y es. voilà, et ne tourne pas de la bonne manière. Et donc, Picard décide de ramener Maxwell en terre fédérationnelle et de le Fédéral. livrer fédéral et de le livrer aux autorités. Sauf que c'est là que Star Trek tire son épingle du jeu, mais d'une manière magnifique. C'est que Picard, depuis tout à l'heure, il nous montre qu'il fait confiance. Il fait confiance à la paix. Donc il dit aux Klingons, il dit aux Cardassiens, je vous fais confiance. Allez, on y va ensemble. Je vous fais confiance. J'ai vu que un de vos gars avait fouillé dans nos ordis, mais je fais confiance à votre autorité. Je vous fais confiance, je donne le transpondeur de notre vaisseau, etc., etc. Et ben le mec qui on l'a dépêché d'aller arrêter, ou du moins enquêter, voire arrêter, eh ben il lui fait confiance. Il lui dit, vous avez le choix. Soit vous remontez dans votre vaisseau et je vous accompagne jusque sur proche d'une planète de la Fédération et vous rentrez avec honneur. Ou sinon, je vous mets aux arrêts et je vous porte moi-même dans mon vaisseau. Mais je préférerais que vous partiez dans votre vaisseau. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'écoutais aujourd'hui un épisode de Star Trek pour les nuls qui s'appelle, j'ai oublié, mais au final, c'est quoi Star Trek que nous avons publié au mois de mai de cette année, dans lequel Matou rappelle à quel point il avait été outré de l'arrestation du capitaine dans Lower Deck. Freeman. Comment Freeman dans Lower Deck, et moi ça me rappelle également à quel point j'avais été outré de la manière dont avait été arrêtée la Number One dans Strange New World à la fin de la saison 1. Pareil. Et bien là, on a une démonstration de Starfleet et de l'utopie tréquienne. Au final, on le voit bien, ça mène à une trahison de la part de Maxwell, mais on fait confiance, on lui a laissé sa chance. Parce que c'était un très bel acte, je trouve. Et c'est pas du tout évident parce que, alors, par contre, il doit l'accompagner sur la Starbase 2. Ok. La Stellar 2. Voilà, c'est pas un truc random de la Fédération. Désolé. Non, mais c'est juste moi qui fais mon chien. Et en fait, c'est pas du tout évident parce que, comme je le disais avant, il a tué 550 Cardassiens sous leur radar, leur senseur, pardon. Et on ne sait pas combien il en a tué dans la station qu'il a. Enfin, la base qu'il a. En tout, il dit plus de 700. Vous avez tué plus de 700 personnes. Voilà. Donc, il devait y avoir 200.
150-200 personnes. Ok. Et ce qui est énorme, en fait, c'est un meurtrier de masse, le Ah capitaine. ouais, il a... Si tu considères le point de vue des Cardassiens et que tu dis... alors bon, il y a les 500 membres d'équipage qui sont des militaires, donc peut-être qu'on compte pas pareil, parce qu'en même temps, c'est leur boulot de risquer leur vie. Mais par contre, voilà, il a tué quand même un nombre énorme de civils. En tout cas, de ce qu'on... officiel, oui. Et tu dis, le mec, tu le laisses reprendre son vaisseau qui a un engin de guerre de mort de masse. Et effectivement, tu pourrais considérer le point de vue inverse en disant c'est choquant que Picard il ne mette pas dans une cellule et puis qu'il charge pas soit le numéro 1 du vaisseau, soit carrément qu'il n'envoie pas Riker commander le vaisseau pour le ramener. Mais, encore une fois, alors déjà, il y a une raison qu'on va apprendre vers la fin de l'épisode pour laquelle il fait ça. Et là-dessus, c'est bien fait, je trouve, quand même. Et toujours aussi le truc que c'est quand même un très grand capitaine de Starfleet, c'est un héros de guerre, il a sauvé beaucoup plus de vies que ce que là il en a détruit en faisant ce qu'il faisait. Et ça entre en considération aussi quand même. Parce que j'ai vu des gens qui critiquaient justement ce truc-là, et je trouve que l'épisode nous donne quand même suffisamment de raisons pour que Picard puisse se dire je peux lui faire confiance parce que c'est un capitaine de Starfleet qui a son honneur de capitaine de Starfleet comme moi j'ai le mien. Et en plus, c'est un capitaine de Starfleet qui est respecté et donc Picard le connaît, soit à travers les exploits qu'il a fait, soit aussi à travers le témoignage d'O'Brien, en qui il a confiance. Il a confiance en O'Brien. Donc voilà. Donc je suis d'accord avec confiance en O'Brien après. Et c'est un choix. Moi, ça dépend des fois. Ouais, mais c'est assez cool, c'est une scène très cool et cette justification est très cool. Mais en effet, comme tu dis, elle a fait couler de l'encre, hein, mais on est dans une utopie, faut le rappeler, on fait confiance aux gens, on y croit. Les choses étant qu'elles sont, sinon l'épisode s'arrêterait au bout d'une demi-heure et non pas 3/4 d'heure, Maxwell trahit et prend une autre direction et va attaquer un autre vaisseau. Il est alors intercepté à nouveau et cette fois, Picard choisit à nouveau et pour la dernière fois une solution pacifique. Il envoie, suite à la demande de l'intéressé, il envoie O'Brien sur le vaisseau du Phénix pour convaincre une dernière fois Maxwell de ne pas commettre l'irréparable pour la 3e fois. On envoie Miles O'Brien via un ta gueule, c'est technologique, ça c'est assez savoureux, qui me surprend un petit peu, mais bon, quelque part. Je le trouve cool ça, parce qu'en fait, c'est vrai que moi dans mon souvenir, c'était dans DS9 qu'on comprenait qu'O'Brien était un génie de l'ingénierie. Et en fait, bah non. C'est-à-dire que c'est un génie de l'ingénierie dès maintenant. Oui, on dès nous la présente 4e comme ça. saison de TNG. Et il a une expertise des téléporteurs qui est inégalée. Et ce ta gueule, c'est technologique. En fait, il sert aussi à montrer ça. C'est-à-dire que O'Brien, c'est pas n'importe qui. Et il manipule le téléporteur comme un compositeur classique. C'est le Mozart, c'est le Mozart du téléporteur. Et surtout, en plus, alors, concernant ce petit détail-là, moi, il me choque pas parce que déjà, je fais d'accord avec ce que dit Dragor, mais il y a aussi le fait qu'on te parle d'un truc qui est cyclique. Il a le truc, les boucliers du Phénix ont des cycles de 5 minutes et il y a 50 centièmes de seconde qui servent à renouveler le cycle, un truc comme ça. Ça, en fait, pour moi, ça marche parce que c'est aussi un concept qui est souvent utilisé dans de la SF, des technologies qui fonctionnent avec des cycles et qui ont toujours une intervalle de vulnérabilité. On en a connu en veux-tu en voilà dans Star Trek, dans Stargate, dans Star Wars, non, pas vraiment. Donc c'est pas un truc qui me surprend plus que ça. Par contre, ça soulève aussi un autre détail que j'ai remarqué en regardant l'épisode tout à l'heure. Maxwell décrit O'Brien comme le meilleur officier tactique qu'il ait eu. O'Brien, c'est-à-dire que après la guerre, il a probablement choisi d'être là où il est. C'est-à-dire qu'il aurait pu être officier tactique. Je rappelle qu'officier tactique, c'est le poste qu'occupe Worf sur la passerelle. Voilà. Au lieu de ça, il préfère être dans les arrière-salles de téléportation.
C'est-à-dire que là aussi, tu as quand même aussi peut-être une manifestation un petit peu plus discrète d'un traumatisme dû à la guerre, où le type s'est dit, mais j'ai pas spécialement envie d'être à ce poste-là, je préfère réparer des choses plutôt que d'en détruire, en fait. Voilà, et j'aime bien ce côté où, parce que je pense qu'à l'intérieur de Starfleet, c'est quand même plus dur d'évoluer vers un poste à responsabilité ou vers un poste, par exemple, de commandement ou de capitaine, quand t'es chef des téléportations ou ingénieur en chef que quand t'es officier tactique. Ouais. Donc ça veut peut-être dire que le type a préféré faire ce qu'il aimait aussi, a préféré quelque chose qui lui faisait du bien, qui l'éloignait peut-être d'un trauma, Et quitte à sacrifier une opportunité de carrière. c'est pas quelque chose qui nous est confirmé, ça, dans l'épisode de Deep Space Nine, quand il est bloqué avec Bashir. Je sais plus si c'est Je sais saison plus. 1 ou 2, ils sont bloqués tous les deux sur une terre un peu aride et en conflit ennemi ou je sais plus quoi. Et il me semble qu'O'Brien explique que quand il était en guerre contre les Cardassiens, il réparait les trucs et qu'il s'est rendu compte que c'est ce qu'il préférait. Bon, je sais plus. Je Il y a un truc fantasme comme ça. peut-être. Non, je crois que tu as raison. Il y a plus ou moins un truc comme ça. Je sais pas si c'est Bien. exactement ça. Ouais. Ce qui Bon, montre d'accord. aussi que, n'empêche que quand on établit des faits dans la nouvelle génération, c'est des trucs qui vont être repris même dans les séries d'après, alors que c'est des petites phrases comme ça, mais qui ont leur importance. Et Ouais. je suis content que tu l'aies souligné. Comment tu t'appelles, Guillaume? C'est la deuxième fois ce soir. Méfiez-vous tous les deux. Euh, parce que j'étais un peu passé à côté de ça, effectivement, tu as raison. Et en plus, justement, ça fait écho à ce qu'on apprend, qu'en fait, il est traumatisé d'avoir tué quelqu'un. Et donc, il se met dans un truc, un poste où il a beaucoup moins de chances de se retrouver à tirer avec un phaser poussé au maximum sur quelqu'un, quoi. Et après, il C'est choisit vraiment. d'être à DS9. Ouais, bon, après. Voilà. Ah bah, sur Bah, Deep c'est pareil, Space c'est de la Nine, il y est pour reconstruction au départ. réparer, hein, il y est pas Mm. pour se battre, hein. Et Ah, d'ailleurs, mais il se t'inquiète. bat pas si souvent que ça, hein. Non, mais t'inquiète pas, il va forcément se battre plus souvent qu'il ne l'aurait voulu, lui. Oui, bah, mais c'est vrai qu'au départ, c'est aussi la reconstruction de Space Nine. Ils sont là pour aider les Bajorans après l'occupation cardassienne, quoi. Donc c'est plus humanitaire à la base, la mission de Space Nine. Ah non, mais je sais, c'était une boutade. Enfin, Hein, bajoranitaire. Oui. Ok. Et donc, O'Brien arrive à discuter avec Maxwell, lui rappelle les mauvais souvenirs de la guerre et arrive à confronter et à faire réaliser Maxwell que, en effet, oui, il n'est là que pour une vendetta personnelle, qu'il transforme la réalité de ce qu'il voit en forme de fiction et qu'il imagine une guerre qui n'existe plus depuis plus d'1 an. Il chante une chanson et Maxwell se rend. Oui, je sais ce que tu vas dire, Guillaume, Ah mais bon? on y vient pour la scène d'après. De quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, c'était une très jolie scène de dialogue entre deux hommes meurtris qui ont des souvenirs communs. J'ai trouvé la scène très belle. Ah, mais c'est magnifique. Et la chanson, donc, Alors, peut-être que vous je vais y entendez venir. péter de mon côté, il y a un feu d'artifice, c'est la fête au village, désolé. D'accord. Vas-y, qu'on n'est même pas invité. J'ai cru que tu allais dire j'ai mangé des haricots, mais Ah voilà. non, je ne suis pas, je ne suis pas ce genre de vulgaire. Il y a mon chien qui est terrorisé, le pauvre. Ah bah oui, là, ils aiment pas ça, ouais, en général. Bon, Ça, et puis excusez-moi. les gens qui ont connu des fusillades. Ok, Ah elle ben, on n'a est pas dans le thème connu de les l'épisode en fusillades. plus, hein. Et donc, cette chanson, donc, il commence à la chanter, je crois, à la deuxième scène où on le voit avec Avec Keiko, Keiko, ouais. formidable. Parce que entendre parler de Maxwell, ça lui rappelle cette chanson-là. Et je trouve qu'elle est hyper pertinente, ce choix de chanson, parce que bon, déjà O'Brien, il est d'origine irlandaise, et c'est une chanson de musique traditionnelle irlandaise, et c'est une chanson sur l'horreur de la guerre. Donc là, t'as le double truc, et t'as ce petit twist qui fait que en fait, c'était un autre officier qui servait avec eux, qui chantait la chanson tout le temps, et qui est mort pendant la guerre, qui rajoute un peu du côté poignant qu'elle a. Et donc, moi j'ai une anecdote un peu perso là-dessus. C'est que, donc, du coup, vous l'avez entendu au générique.
quand j'ai commencé à regarder Star Trek, c'était à peu près aussi à la même période où j'ai commencé à apprendre à jouer du tin whistle. Donc le tin whistle, c'est la flûte à six trous traditionnelle irlandaise. Et d'ailleurs, Ah, petite anecdote, la flûte Ressican de Picard dans The Inner Light, pour la fabriquer, ils ont modifié un tin whistle de la marque Clark. t'as dû être trop heureux quand t'as vu ça. Ah mais voilà. Et alors, pour aller plus loin que ça, en fait, ce qui se passe, c'est que donc je regardais Star Trek tout le temps, je regardais 4 épisodes par soirée après le boulot, et en même temps, donc j'apprenais aussi le tin whistle. Donc quand je connaissais quand je commençais à retenir la mélodie d'une musique que j'étais en train d'apprendre et de travailler, je jouais en regardant Star Trek, en même temps que je regardais Star Trek. Et puis avec les sous-titres, je comprenais ce qui se disait, quoi. Et en fait, j'ai vu cet épisode alors que j'étais en train d'apprendre 7 chansons au tin whistle. Et j'en avais aucune idée, je pensais pas que... Et en fait, j'étais en train de la jouer en regardant l'épisode, et là, il y a O'Brien qui se met à chanter ce que j'étais en train de jouer. Je sais pas si c'était une expérience, mais C'est un incroyable. alignement des planètes assez fou, ça. Mais ouais, et ça m'a trop marqué, et du coup, c'est une de mes chansons préférées de musique irlandaise à cause de ça, en fait. Parce que enfin, voilà, quoi. Et, et voilà, et donc, donc du coup, c'est le générique, c'est moi qui l'ai enregistré au tin whistle pour l'émission. Voilà. Ouais. Alors, c'est pas aussi bien que ce que j'aurais pu faire il y a quelques temps, parce que j'ai arrêté de jouer pendant longtemps et que j'ai un peu tout perdu. J'ai dû retravailler la musique avant de pouvoir l'enregistrer parce que j'arrivais plus. Je faisais des... ça ressemblait à rien. Mais voilà, je suis content d'avoir pu le faire. Non, c'est tout à fait écoutable, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, le thème de la musique, donc le thème est joué après. Une fois qu'ils s'arrêtent de chanter les deux, il y a un moment de silence où ils sont accoudés, enfin ils sont posés là, je sais pas comment on dit. Côte à côte. Ils sont côte à côte et tu as un orchestre, je sais pas comment ils étaient, mais tu as l'orchestre symphonique qui reprend le thème de la musique. Ok. Je crois que c'est ça, il me semble, hein. Et je sais pas, ça donne une touche un peu apaisante, ou vu comment la musique est jouée avec les instruments utilisés, je trouve que ça donne une touche un petit peu apaisante, comme quoi le conflit allait se régler, en fait. Mhm. Voilà, j'ai encore un truc que j'ai remarqué tout à l'heure. Juste, tiens, moi, un truc que tu me fais remarquer que j'avais prénoté, mais que je n'ai pas noté pour de vrai, les personnages sont tout le temps côte à côte dans cet épisode, sauf lorsqu'ils sont en confrontation. Les personnages sont toujours côte à côte. Les deux, le capitaine et le ghoul, machin, sont côte à côte quand ils regardent les écrans. Et sauf lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ils se regardent face à face pour s'expliquer. Sauf dans la scène du bureau du capitaine où ça pète dans tous les sens, hein, et où ils ne sont pas totalement en accord, mais ils finissent par s'accorder. Donc je sais pas trop comment faire ça, mais c'est peut-être moi qui suranalyse un peu trop, mais j'ai eu l'impression que d'avoir ce side by side tout le long du truc, sauf lorsqu'il y a des confrontations. Bref. Et donc Maxwell est rapatrié dans l'espace de la Fédération sans les honneurs du coup, hein, puisqu'il monte à bord de l'Enterprise et il est consigné dans ses quartiers. C'est-à-dire que là, Picard, il est vraiment pas content. Mais d'ailleurs, voilà, hein, c'est ça, hein, Picard, il fait confiance, mais il surveille quand même. Et d'ailleurs, il fait bien, puisque c'est là qu'arrive l'épilogue de l'épisode. Il discute avec Gulmassette, et c'est bien ça, ouais. Oui. Et il se trouve qu'il lui dit Maxwell avait raison, n'est-ce pas? C'était pas une base scientifique et ces vaisseaux, ils trimballaient autre chose que des simples cargaisons de vivres. Et, euh, et donc, face à l'obstination de Massette, il finit par
lui faire comprendre qu'il sait très bien que s'il était monté à bord du vaisseau, au lieu d'être en ce moment en train de discuter, en ce moment en train d'avoir cette très plaisante conversation, dit-il, nous serions chacun chez nous en train d'armer nos vaisseaux pour repartir en guerre. Et il lui dit, la guerre, non justement, la paix est maintenue, mais faites gaffe à vos fesses, parce qu'on vous surveille. Et ça finit l'épisode sur une touche pas du tout niaise. Ça finit sur un effet très dark. Hein. Là, on prépare vraiment Deep Space Nine qui arrive à grands pas. Je pense qu'à ce moment-là, Braga, Dimour et tous les autres savaient déjà où ils allaient. Mais ça finit assez logiquement. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, Maxwell, il avait raison, sauf que il a pas joué selon ce qu'il aurait dû faire. Il n'a pas joué selon les termes. Et Picard laisse une seconde chance aux Cardassiens. Il leur dit, je sais ce que vous avez fait. Maintenant, faites gaffe, parce que on va vous surveiller. Donc, si vous voulez maintenir cette paix, nous, on veut la maintenir. Donc, ouais, on va faire en sorte qu'elle soit maintenue. Et c'est très cool. Et pour le coup, ils finissent non pas côte à côte, ni même face à face. Picard tourne le dos, comme il avait tourné le dos à Maxwell un peu plus tôt, mais là, tourne le dos à Massette, assez violemment d'ailleurs. Ouais, et c'est là que l'épisode il prend un peu toute sa mesure, quoi, avec cette révélation. Parce que c'est-à-dire que tout ce que Picard a fait contre Maxwell et pour les Cardassiens, il l'a fait en sachant que le mec avait raison, quoi. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on allait revenir à la fin, quand il lui a laissé prendre le vaisseau avec les honneurs, c'est parce que il savait que Maxwell en fait avait raison. Et qu'en fait, s'il restait rentré à la base, il y aurait eu un procès, il aurait parlé de ça pendant le procès, par exemple, ou en tout cas il aurait prévenu Starfleet lui, alors que là c'est Picard qui va prévenir Starfleet. Voilà, ça rajoute un peu aux raisons qui fait que Picard a pas tort de le laisser reprendre le vaisseau, même si finalement ça provoque des soucis. Et puis, enfin voilà, il y a tout ce truc. Enfin, je sais pas. Ça donne une dimension à l'épisode qui est géniale parce que tu vois, ça montre à quel point Picard c'est un pacifiste. Parce Convaincu. que voilà, il est prêt à finalement presque trahir Maxwell parce que puisqu'au final Maxwell était avait des raisons légitimes d'agir, même s'il n'avait pas des raisons légales d'agir. Et même en sachant ça, en sachant que les Cardassiens sont en train de préparer la guerre, qui se fourbissent en armes, qui s'installent des stations à proximité de secteurs de la Fédération, etc., il va quand même préserver la paix. Parce que voilà, c'est les ordres qu'il a reçus, mais je pense que ça va plus loin que ça, c'est aussi son intime conviction, quoi. Et bravo à lui. C'est l'enjeu en fait qui le fait agir comme ça. C'est l'enjeu et surtout les méthodes, parce que même si Maxwell a raison, les méthodes de Maxwell sont radicales, elles sont drastiques et un peu trop. Et je pense qu'aussi il y a ce côté-là, où oui, pour préserver la paix, je suis prêt à faire ça. Et même si le gars d'en face a raison, c'est bien. En attendant, le gars d'en face, il vient de pulvériser un vaisseau théoriquement civil. Et sans raison, en fait, sans légitimité aucune. Dans un espace qui n'est pas le sien, dans un espace dans lequel il n'a aucune juridiction, en fait, aucune légitimité. Donc, même s'il a raison, ça change rien au fait que les méthodes employées font que pour moi, le comportement de Picard est très juste envers Maxwell, même si on pourrait, d'un certain point de vue, considérer ça comme une trahison. Par contre, si je peux revenir sur deux choses vis-à-vis de Maxwell et de la confiance. Déjà, j'aime bien le dialogue qu'il y a entre Maxwell et O'Brien, parce que là aussi, ça aussi, je l'ai remarqué dans l'épisode, par rapport à la dernière fois que je l'ai vu, je me suis amélioré. À un moment donné, Maxwell, il décrit les choses, il décrit les Cardassiens, il dit ces gens qui n'ont pas hésité à massacrer, etc. Et en fait, à chaque fois, quand il disait ça, en fait, à chaque fois, je fais oui, tu viens de le faire,
Tu viens de le faire. Hmm. Ah, ça aussi, tu l'as fait. Et à la fin du dialogue, je me dis, en fait, tu ne le vois pas toi-même, mais tu es en train de te décrire. Tu es en train de décrire l'homme que tu es devenu. Et il y a peut-être aussi un parallèle à faire avec O'Brien, où O'Brien s'est écarté de cette voie de tacticien. Peut-être aussi, on voit ceux qui ne s'en sont pas écartés, ceux qui sont devenus aussi. Et Maxwell est tombé beaucoup plus bas qu'O'Brien, puisque peut-être, oui, à cause des Cardassiens, parce que les Cardassiens lui ont pris ce qu'il aimait, etc. Et peut-être qu'à cause des Cardassiens, il est devenu, enfin, tout ce qu'il déteste chez eux. Et ça, je crois que c'est assez important pour le notifier. En même temps, je vais pas être pas d'accord avec moi, ça n'aura aucun sens. Et par contre, Ouais. quand tu dis que Picard fait confiance, mais pas non plus tout le temps, alors, même si à la fin, Maxwell est confiné dans ses quartiers, on dit bien dans ses quartiers, pas dans une cage, hein, pas dans une... Oui, c'est vrai. Il y a ce... Non, mais il y a ce truc-là. Mais c'est pas pour autant qu'il donne le commandement, même temporaire, du Phoenix à Riker ou à quelqu'un d'autre de l'Enterprise. Il laisse le numéro 1. Le number one. Alors, on ne sait pas. Ah si, Si, il le dit. oui, c'est vrai, Il c'est le vrai. dit, il le Oui, dit. oui, tout à fait. Il était à l'espace d'une demi-seconde, tu m'as demandé, je me suis dit, est-ce qu'ils ont inventé en VF ou quoi là? Non, c'est Non, vrai, c'est c'est pas vrai. grave. Donc il laisse l'équipage du Phoenix intact. Il ne les oblige pas. Et ça, c'est aussi une marque de confiance envers au moins ces personnes-là, parce que Maxwell, il n'a pas pu agir seul. Maxwell, il a donné des ordres, les autres ont obéi aux ordres. Les autres ont choisi de le suivre, plutôt que soit de faire une mutinerie, ce qui aurait été parfaitement légitime en soi, dans le contexte actuel, soit d'être emprisonné ou de dire bah, je démissionne, je me casse, quoi. Voilà. Et parce qu'il ne faut pas oublier que là, on parle d'un vaisseau de classe Nebula qui a quasiment les mêmes composants qu'un vaisseau de classe Galaxy, donc de l'Enterprise D. C'est-à-dire que, bon, vu qu'ils n'ont pas une partie du vaisseau en moins, on va dire qu'il n'y a pas 1000 personnes, il y a peut-être 800 personnes dedans. Donc clairement, Maxwell, il aurait pu être destitué par son propre équipage. Le fait que Picard laisse le Phoenix se déplacer en totale autonomie, c'est quand même une marque de confiance envers les quelques centaines de personnes qui ont suivi Maxwell dans son délire. Ouais. Et d'ailleurs, malheureusement, ça c'est un truc que je regarde dans l'épisode, c'est que malheureusement, on ne dit pas ce que eux vont avoir comme punition. Oui, De c'est rien, vrai, c'est ils ont dommage. suivi les ordres. Même si ce sera moindre que celle de Est-ce qu'ils seront punis? Parce qu'on ne sait pas ce que Maxwell a dit pour leur truc. Et peut-être qu'il leur a dit, j'ai la preuve, on y va. Plein de fois, Picard va donner des ordres à l'aveugle à Riker, en lui disant, des fois, il est appelé par des amiraux qui lui disent, tu ne dois pas dire ce que tu dois faire. Et donc, ils y vont. Et alors, souvent, on voit que Riker se pose des questions, mais il n'est pas amené à faire une mutinerie envers Picard parce qu'il va à l'encontre de ses convictions. Mais donc on ne sait pas exactement. Peut-être que Maxwell les a bien manipulés tous, ou peut-être que oui, il les a mis dans sa combine et dans ce cas, tout le commandement du vaisseau est condamné. Moi, je pense que, enfin, après, on n'en sait rien, mais je pense que c'est assez raisonnable de penser. On voit que c'est à travers O'Brien, parce qu'on voit jamais son équipage, on ne lit pas du tout, hein. Mais à travers O'Brien, on voit que c'est quelqu'un qui inspire la fidélité. Et même Picard, quand il parle de la fidélité d'O'Brien, d'ailleurs, justement, je crois, aux Cardassiens, il dit que c'est pas quelque chose qui vient facilement aux humains et que c'est quelque chose qui Oui, ce n'est pas s'acquiert naturel. sur le long terme. Et donc, c'est des gens qui sont. En fait, à travers O'Brien, on peut imaginer l'état d'esprit de l'équipage et effectivement se dire que je pense que ils questionnent même pas ses ordres en fait. Il leur disait qu'il y a une base militaire cardassienne. Ils se demandent pas est-ce que c'est vraiment une base militaire, est-ce que ça met en danger le traité de paix, etc. Est-ce que Starfleet est au courant? Leur capitaine, il leur dit d'attaquer une base militaire cardassienne. Pour eux, c'est une base militaire cardassienne et ils l'attaquent, quoi. Ils n'ont pas de raison de se méfier de ce que leur capitaine leur dit. Bon, Leur capitaine, qui est un héros de guerre, qui a été médaillé 2 fois par la Fédération, donc qui est quelqu'un qui a une stature en plus au sein de Starfleet. Ouais. Bon, on n'aura jamais la réponse à cela. Bien. Et c'est la fin de Meurtri, The Wounded,
on pense nos blessures et on rentre chez soi lécher nos plaies. C'était un épisode que j'ai trouvé excellent, mais vraiment limite un top franchise pour moi. Et c'est pour ça que je suis allé voir sur les forums ce qu'en ont pensé les autres. Et je me suis rendu compte qu'à l'époque, lors de mon premier visionnage, je l'ai noté 7 sur 10. À l'époque, j'aimais bien donner des notes. Aujourd'hui, je suis pas trop fan. Et je me suis dit, mais what? Mais pourquoi je l'ai noté aussi bas? Mais parce qu'en fait, la saison 4 de TNG, elle est exceptionnelle. Et que du coup, c'est un épisode exceptionnel au milieu d'autres épisodes exceptionnels. Du coup, je pense que je me suis, à l'époque, j'étais un petit peu blasé. Bon, bref, mais voilà. Tu voulais faire un parallèle, tu nous as dit tout à l'heure avec Au un épisode départ, de je Strange voulais New World. pas le faire. Au début, tu Non, voulais mais pas le attends, faire, parce que mais en fait, si. j'ai des Oui, trucs à dire pardon. avant. Oui, fonce. Il y a un truc que j'ai pas pensé à le dire au moment où on parlait de cette scène-là. Quand Picard il va voir O'Brien pour la première fois en lui demandant comment il est, Maxwell, tout ça. O'Brien il explique que du coup sa femme et ses enfants ont été tués par une attaque cardassienne. Et il dit que il a jamais été taciturne sur le vaisseau après ça, en présence de l'équipage, qu'il avait toujours même une petite plaisanterie pour détendre l'atmosphère, etc. Et ça, j'ai trouvé ça, alors c'est peut-être un peu de la psychologie de comptoir, mais je pense que c'est un peu ce que l'épisode essaie de dire, c'est que justement, il a mis son trauma de côté, mais il s'en est pas occupé en fait. Ouais. Et que c'est pour ça qu'il ressort aussi dès qu'il a eu des soupçons et qu'il a vu des mouvements cardassiens qui lui rappelaient des mouvements de préparation de guerre. Parce que c'est ça en fait, il a reconnu un schéma dans les mouvements des cardassiens. Il n'a pas de preuves, mais c'est ce qu'il constate lui. C'est pas suffisant pour prouver, mais voilà. C'est ça qui a fait remonter le truc en fait. Et parce que ça a jamais été soigné et qu'il a mis ça derrière, il a enfoui ça au fond de lui. Et c'est pareil, en une phrase, ça nous donne des indications assez fortes sur la psychologie du personnage, quoi. Voilà. Et c'est un épisode aussi qui, je trouve, qui est assez représentatif de ce que j'essaie de dire des fois quand je dis que Star Trek, le Star Trek historique, on va dire, c'est idéaliste mais pas naïf. Parce que c'est exactement ça. C'est là, on a un épisode qui est très idéaliste, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui défend la paix à tout prix, vraiment, là, en, en refusant de voir les preuves d'une menace de guerre, volontairement en sachant qu'elles y sont, pour protéger la paix. Et en même temps, bah, c'est pas naïf du tout, parce que bah, on voit justement dans le même moment, dans la même scène, on comprend aussi que ils vont surveiller les Cardassiens et qu'ils vont pas les laisser s'organiser tranquillement et s'armer tranquillement, quoi. Et donc on a les deux, c'est-à-dire qu'on a cette forme de, de réalisme, hein, un peu enfin, je sais pas si c'est vraiment le contraire de la naïveté, mais ce truc-là, de dire, bah, on préfère C'est la guerre ici. leur Désolé, j'ai faire rallumé mon, comprendre, mon micro. leur faire comprendre qu'on va pas les laisser faire, mais sans provoquer une guerre tout de suite, parce qu'on n'a pas les moyens de la gagner. Et en fait, c'est de la géostratégie, c'est de la réelle politique le truc. Et en même temps, bah, c'est l'expression d'un idéal. Et les deux sont pas incompatibles en fait. Et, euh, et ça, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est une marque de fabrique de Star Trek que j'ai du mal à trouver ailleurs, y compris dans Star Trek maintenant. et euh, et ouais, voilà, j'avais un autre truc à dire, mais je l'ai perdu. Je l'ai perdu au passage. Non, non, mais c'était très bon. Oui, et donc tu voulais le parallèle avec l'épisode. Ah, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Dans beaucoup d'autres séries, et peut-être même dans des séries du Star Trek actuel, c'est Maxwell qui aurait été le héros de l'épisode. Tout à fait. Oui, oui, oui. Le justicier qui se bat seul contre le monde. Oui, tout à fait. En prouvant au final qu'il avait raison. C'est ça. Ouais. Et là, l'épisode, en plus, lui donne raison, mais le place quand même comme l'antagoniste, et en plus le fait perdre. Et ça, c'est même sans vouloir dire pour critiquer les séries actuelles, juste même par rapport à d'autres séries, genre
c'est un gros cliché des films policiers, et c'est un truc qu'on voit mais tout le temps dans les productions, même de l'époque, hein, de TNG. Hein. Donc t'as c'est ça, c'est ce que tu disais, hein, le héros seul contre le monde, qui va sauver les gens malgré eux, parce que les méchants chefs et les méchants bureaucrates, ils veulent pas qu'on tire à vue sur des gens parce qu'on a l'intuition que c'est des méchants. Hmm. Oh là là, quelle bande de naïfs. Et ça fait que cet épisode est génial parce qu'il prend le contre-pied d'un cliché qui était déjà présent à l'époque et même certainement avant, Mais et c'est qu'on quoi, voit encore aujourd'hui. ces gens qui rendent le meurtre illégal? Ouais, tout à fait. Et vas-y, fais ton parallèle avec Strange New World. Bah, en fait, c'est un peu ce qui se passe dans l'épisode, je sais plus, t'avais dit quoi, 8, 8, oui. où Mbenga, bah, il joue le rôle de Maxwell. C'est pas exactement le cas, mais en fait, Maxwell fait justice lui-même. C'est-à-dire que quand il a des soupçons sur les Cardassiens, au lieu d'aller en parler à sa hiérarchie, au lieu de passer par les voies normales et de dire on a des soupçons, on va mener une enquête pour être sûr que les soupçons soient réels, on va décider ce qu'on fait avec ça, est-ce qu'on le divulgue, est-ce qu'on menace les Cardassiens, est-ce qu'on les attaque en préventif. C'est pas à lui de décider ça, c'est pas son rôle, mais il décide de faire justice lui-même. Et Mbenga, en fait, et ben, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir Pike en disant il a menti, c'est pas lui qui a tué les généraux, euh, et à partir de là, que ça soit le sujet de Pike et du senior staff de décider s'il divulgue la vérité ou pas auprès de Starfleet, ou s'il continue à la cacher parce qu'il y a un intérêt à la cacher stratégique d'avoir un ambassadeur qui a cette légitimité-là, etc. Est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il n'est pas sincère? On ne se pose pas la question, il le tue. Et la grosse différence, c'est que là, The Wounded donne tort à celui qui veut faire justice lui-même. Et l'épisode de Strange New World, il donne raison à celui qui veut faire justice lui-même. Parce qu'il n'y a aucun moment, Mbenga, en fait, il y a un peu le voile de fumée de Polichinelle où on ne sait pas qui a pris le poignard en premier. Mais au final, peu importe, parce que Mbenga dit que il l'a pas tué, mais que même si c'est lui qui l'avait tué, il aurait trouvé ça parfaitement juste et normal, parce que c'est un criminel de guerre, c'est normal que je le tue, quoi. Et personne ne le contredit. Pas même Pike qui est en face de lui et qui est son capitaine. Donc la personne à qui il aurait dû aller parler. Donc l'épisode lui donne raison. Donc on a un épisode qui promeut la justice individuelle, personnelle, la vendetta, la vengeance, le chaos, quoi, en fait. Hein, et là, nous, ce qu'on vient de voir dans TNJ, cet épisode brillant qui dit tout le contraire. Merci. Et je pense que ça peut être une très belle fin de phrase de fin, phrase conclusive pour cet épisode que l'on vient d'enregistrer. Quelque chose à rajouter, Guillaume? Pas spécialement, du coup. Non, mais devant tant de qualité. Ouais, merci beaucoup à tous les deux pour cet enregistrement. C'était un bonheur de reparler un peu de TNG, parce que je sais plus, on a fait du Voyager, je crois, récemment. Non, je sais plus ce qu'on avait fait la dernière fois, Guillaume. Qu'est-ce qu'on avait enregistré? Ah, et là, elle vous intéresse, ma belle mémoire, hein? Ouais, Euh, la continuité de ouf. On avait fait du Deep Space Nine avec un autre épisode sur la guerre avec Ah Todd où oui, excellent Nod excellent revient épisode. après sa blessure. Voilà. Is back, motherfucker. Voilà. Et j'avais Ok. suggéré de faire l'avant-dernier épisode de la saison. Non, le dernier épisode de la saison 1 de Deep Space Nine, puisque l'avant-dernier, on l'avait déjà traité justement, Ok. vis-à-vis de l'extrémisme religieux ou Eh idéologique. bien, Vas-y.
Pourquoi pas à l'avenir, ouais. Mais d'abord, on Mais on va a d'autres faire trucs. Hein. un TOS. Bientôt, on va faire un Conscience of the King. Excellent épisode également, au demeurant. Merci beaucoup, Thierry, pour ta participation ce soir. À très bientôt. Eh ben, c'est avec plaisir, à bientôt. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet enregistrement ce soir. À très bientôt. Et bien, à très bientôt aussi. Toujours un plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonne soirée, bonne journée, bon appétit. Au revoir. Hop là!